C'est vraiment quelque chose qui va bouleverser et changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée. Les robots sauront absolument tout faire mieux que nous. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Ceci est une révolution. Ces dernières années, on nous promet régulièrement qu'une nouvelle technologie va bouleverser notre quotidien. On s'imagine alors déjà avec des robots partout dans nos maisons, de minuscules puces à la place des téléphones et des assistants personnels virtuels. Force est de constater que nous n'en sommes pas là et surtout, nombre de ces innovations révolutionnaires semblent avoir fait long feu, mais ont-elles disparu pour autant ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Étoiles filantes de la tech, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Pour commencer cet épisode, je vais vous parler de Babar. Oui, l'éléphant en costume vert, héros d'histoire pour enfants, sauf que le Babar dont il est question aujourd'hui porte une montre Rolex qu'il est chromée et qu'il coûte très cher. Babolex, c'est le nom de ces œuvres d'art contemporaines créées par Vincent Faudemer à la fin des années 2010. Ce Français devient alors une star, on le surnomme le petit prince de l'art contemporain. Ces statuettes séduisent même des personnalités telles que la famille Kardashian ou les footballeurs Presnel Kimpembe et Djibril Cissé. Et après avoir conquis les galeries d'art, Vincent Faudemer décide de se lancer dans les crypto-monnaies. Acheter un Babolex, c'est peut-être l'occasion de remporter un Bitcoin qui à l'époque vaut 60 000 €. En 2021, l'artiste ajoute plusieurs collections de NFT, à la clé des cadeaux et surtout l'accès à un jeu vidéo exclusif rapportant de l'argent. La promesse séduit et les acheteurs lui font confiance. Après tout, il est le Warhol du NFT d'après un magazine d'art réputé. Pourtant, quelques mois plus tard, certains n'ont pas reçu leur statuette, d'autres se retrouvent avec des Babolex défectueux et surtout, le jeu vidéo ne ressemble en rien à ce qui était prévu. En attendant, Vincent Faudemer mène grand train et aujourd'hui, plus de 200 personnes l'accusent d'escroquerie et il est rattrapé par la justice. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une arnaque, elle raconte comment la tendance des NFT s'est écroulée au point que la technologie qu'on prédisait révolutionnaire semble presque avoir disparu. Pour poursuivre cette série, j'ai fait appel à une autre journaliste du service tech de l'Express. Elle s'appelle Aurore Gate et c'est la première fois que vous l'entendez ici. Bienvenue Aurore. Bonjour. Et tu m'as prévenu Aurore que pour cet épisode, tu n'allais pas pouvoir apporter de gadgets sortis du local de ton service qu'on a fait découvrir hier aux auditeurs. Non, en effet, car on va parler de NFT. Et comme tu le sais, tout ça, c'est virtuel. Mais je te propose d'abord de sortir quelques définitions bien rangées dans votre armoire pour tout avoir en tête dès le début de cet épisode. Très bonne idée, je l'ouvre. Qu'est-ce qu'on y cherche ? On va commencer par la définition de la blockchain. Ça, c'est facile, elle est juste ici parce qu'on s'en sert assez souvent. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission des informations. Il faut imaginer une sorte de grand livre de compte numérique dans lequel chacun pourrait inscrire des informations, les consulter, sans jamais pouvoir les modifier. C'est un peu comme des Legos. On aurait une chaîne de Legos et on ne peut pas toucher à l'un de ces Legos sans toucher à tous les autres. C'est ce qui garantit que le système est inviolable. La blockchain permet d'effectuer des transactions en toute sécurité. Aurore, est-ce qu'on a besoin d'une autre définition ? Oui, mais celle-ci, je vais te la donner moi-même. On va parler de smart contract. C'est un contrat qui se remplit automatiquement dès que l'une des deux parties fait ce qui était convenu, sans besoin d'une tierce partie. Si je veux aller payer mes courses, par exemple, c'est un intermédiaire qui valide, un tiers de confiance. Avec le smart contract, pas besoin de tiers de confiance. Les sécurités dont il est question, c'est sur la blockchain. C'est infalsifiable et c'est ce qui donne la confiance. Donc la blockchain, c'est donc utile pour les cryptos et bien sûr pour les NFT. Cette définition-là, je l'avais préparée en connaissant le thème du jour. Les NFT, ce sont des non-fungible tokens. Ce sont des sortes d'unités numériques enregistrées sur une blockchain et qu'on ne peut avoir qu'en un seul exemplaire. Tu vas avoir une œuvre unique sur la blockchain que tu vas pouvoir balader avec ton portefeuille numérique. Je rajoute que les NFT datent de la fin des années 2010, mais la technologie, on en entend vraiment parler pour la première fois en 2021. Et quelles sont finalement les promesses de cette technologie ? Pourquoi ça pouvait être révolutionnaire ? En fait, il y a vraiment deux promesses. La première partie, c'est que les NFT allaient nous permettre de posséder véritablement certaines choses sur Internet, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Par exemple, on allait pouvoir transférer ce qu'on achète d'un site à un autre, comme nos équipements d'un jeu vidéo à un autre. Et quelle est la seconde promesse ? La seconde promesse, en fait, c'était qu'on allait pouvoir devenir très
très riches avec des NFT. On l'a vu avec les toutes premières ventes de NFT lorsqu'il y avait le boom des cryptos. Le premier tweet jamais écrit a été vendu sous forme de NFT à presque 3 millions de dollars. Et dans la foulée, Beeple, un artiste contemporain, a vendu une image à 69 millions de dollars. Et on s'en souvient, avec des sommes pareilles, les NFT ont tout de suite attiré beaucoup de monde. Oui, les entreprises spécialisées dans les NFT ont levé 2,9 milliards de dollars sur l'année 2021, sans compter les projets ayant récolté de l'argent directement avec les ventes. Il y a eu un nombre impressionnant de grandes entreprises qui se sont également lancées dans le milieu. Je pense à Coca-Cola, Adidas, Samsung, Louis Vuitton, Lacoste, et il y en a eu plein d'autres encore. Il y a aussi eu des grandes maisons de vente comme Sotheby's et même le Vatican s'y est mis. Et quel était le public visé au départ ? C'était quelque chose d'assez grand public qui n'était pas pensé que pour les fans de crypto. Ça a été pas mal poussé par des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont en fait eux-mêmes touché leur communauté qui n'était pas tellement friande de ces cryptos à la base. Donc quelque chose qui a touché les jeunes, d'assez grand public, même si au final ça n'a pas non plus touché d'autres personnes qui étaient en dehors des réseaux sociaux. Typiquement, ma grand-mère n'en a pas forcément entendu parler. Avec les NFT, on entend alors parler d'une nouvelle ère pour Internet, le Web 3, mais depuis la Mansetari, et vous allez l'entendre, chers auditeurs, les scandales n'y sont pas pour rien. Alors, j'avais préparé un autre extrait pour aujourd'hui, il date de début 2022, et voilà ce qu'un de nos invités, spécialiste des crypto-monnaies, nous disait. Finalement, dès qu'il y a quelque chose qui a un énorme intérêt et qu'on sait que ça va générer finalement un impact extrêmement fort sur les décennies à venir, il y a de l'investissement derrière et de l'investissement de manière massive, voire de la spéculation. Quelques années après, la technologie émerge et on commence à la retrouver dans notre usage de tous les jours. Suivait alors une comparaison avec Internet. Les premières pages étaient achetées très cher, beaucoup s'attendaient à une explosion, puis à une disparition, et finalement, des géants ont émergé. Mais Aurore, on est très loin de cette analyse concernant les NFT. Complètement. Les deux promesses n'ont pas vraiment été tenues. D'abord, pour ce qui est de l'enrichissement, on voit vraiment que ça a marché, mais seulement pour certaines personnes qui étaient là dès le début et qui connaissaient très bien le milieu. Il y a par exemple eu des traders qui en ont acheté beaucoup, mais pour les revendre immédiatement après, et d'autres ont fait des opérations sans vraiment savoir ce qu'ils achetaient. Les cours sont devenus vraiment assez fous. Il y a eu des projets qui prenaient 20% de valeur en quelques heures, puis qui, dès le lendemain, se cassaient complètement la figure. Mais vraiment, les personnes qui se sont enrichies, ce n'est qu'une minorité des acheteurs. Pour tous les autres, ceux en fait qui n'avaient jamais entendu parler des NFT avant et qui ont été mis au courant par le biais des influenceurs sur les réseaux sociaux, eux, ils se sont un peu fait avoir, comme on l'a vu avec Vincent Faudemer. Eux, ils ont acheté des images qui, la plupart du temps, ne valaient rien, où les influenceurs faisaient même parfois partie de l'arnaque. Et résultat, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Et concernant la liberté sur Internet ? En fait, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que tout le monde allait vouloir posséder des choses sur Internet. On voyait notamment des gens qui disaient que les photos qu'on postait sur les réseaux sociaux ne nous appartenaient plus, que nos posts allaient enrichir les GAFAM, et en fait qu'avec les NFT, on allait pouvoir les posséder et mettre fin à tout ça. Mais au final, il n'y a pas vraiment eu d'engouement, en fait, parce que les gens, simplement, se disaient qu'ils n'en avaient pas besoin. L'offre n'avait pas créé la demande. Les NFT ont vraiment été poussés par l'argent et par la spéculation, mais sans argent, les gens n'ont pas vu d'intérêt. Alors pourquoi les NFT ont connu un tel échec ? C'est un peu ce que tu racontais en intro. Il y a eu beaucoup de spéculation et il y a eu énormément d'arnaques, avec des projets, avec de belles promesses qui n'ont jamais vu le jour. Par exemple, pour un NFT acheté à 2 millions de dollars, on pouvait accéder à un club exclusif, soi-disant, mais en fait, rien n'a été fait. Les dérives ont été si nombreuses qu'en début d'année 2022, OpenSea, la principale plateforme de vente de NFT, avait déclaré que 80% des fichiers créés étaient des œuvres plagiées, des fausses collections et des spams. Il y a eu beaucoup de spéculation aussi parce qu'en plein confinement, certains n'avaient rien d'autre à faire. Par ailleurs, les NFT sont liés aux cryptos et il y a eu le bear market, une brusque chute des prix qui a touché le marché des crypto-monnaies en 2023. En fait, le projet des NFT n'a
pas vraiment convaincue. Et pourquoi ça ? On peut prendre l'art, par exemple, qui était censé être le secteur qui allait porter les NFT. Donc Beeple, celui qui a vendu le NFT à 69 millions de dollars, c'était un véritable artiste qui était déjà connu avant pour faire de l'art numérique. Mais les NFT qui ont vraiment fait parler d'eux étaient assez basiques. Je pense par exemple à la collection des Bored Apes, qui sont en fait des singes qui boudent un petit peu et qui n'avaient pas forcément de sens artistique derrière. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un attrait pour la deep tech, c'est-à-dire la tech utile. Et toutes les technos comme le métaverse arrivent à un moment où on a accumulé les innovations un peu gadgets. Et finalement, aujourd'hui, on en est où des ventes de NFT ? Ça s'est complètement cassé la figure. Alors regarde, j'ai un graphique qui est juste ici. On voit qu'il y a un immense pic. C'est la période 2021-2022. Et en fait, tu vois, ça retombe très vite après et très bas. Aujourd'hui, c'est juste la toute petite courbe qui est ici. Et on voit qu'en plus du nombre de ventes, la valeur des ventes a également chuté. Le prix des Bored Apes, ces singes qui étaient vraiment le top des NFT, a été divisé par 4 par rapport à leur pic. Et même, la plupart des gros projets de 2022 ont vu leur prix divisé par 10 en moyenne. Bon, Aurore, la dégringolade des NFT, elle est donc très claire. Oui, complètement. Mais il ne faut pas non plus enterrer toute la technologie qu'il y a derrière les NFT. Aurore, avec ce que tu viens de nous raconter, on se dit que les NFT vont disparaître, mais est-ce qu'il y a quand même quelques exceptions ? Oui, complètement. Je pense notamment à Sorare, qui est une entreprise française qui fait une sorte de collection Panini en NFT. Et il y a un vrai intérêt derrière, c'est pas juste pour la collection, c'est un vrai jeu en fait. On achète des NFT de joueurs de foot et on peut ensuite constituer une équipe et les faire s'affronter virtuellement. Sorare aujourd'hui est valorisé à 4,3 milliards d'euros, mais malgré tout, la licorne lève de moins en moins de fonds. Là où ça peut marcher, je pense que c'est vraiment les jeux vidéo. Quand on peut acheter des équipements particuliers, ça a quand même un véritable intérêt pour les joueurs. Ça reste pertinent de faire des NFT sur ça, mais après, pour le moment, les gamers n'accrochent pas trop. Il y a pas mal d'entreprises qui ont essayé de lancer ça, je pense notamment à Ubisoft, mais ça a été un bid assez terrible. Et pourtant, tu nous l'as dit, tout n'est pas à jeter dans le NFT. Oui, le principe technologique derrière les NFT est toujours très intéressant. On peut par exemple s'en servir dans certains domaines pour la traçabilité. Il y a toute la blockchain qui peut être très utile. Mais en fait, ce sont vraiment les NFT en tant que tels qui ont fait pchit et pas du tout toutes les cryptos. Et la blockchain, elle continue d'exister aujourd'hui. Et justement, on le voit avec l'élection de Donald Trump, les crypto-monnaies suscitent toujours beaucoup d'intérêt. Oui, il y a Donald Trump qui a pris explicitement parti pour les crypto-monnaies pendant la campagne. I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. Et dès qu'il a été élu, on a vu le prix du Bitcoin absolument grimper en flèche. Après, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a énormément de crypto-monnaies qui ont un aspect spéculatif assez important. Je pense notamment au Dogecoin, qui est une crypto-monnaie blague qui a beaucoup été vantée par Elon Musk, qui a fait monter ses prix énormément. Ça ne s'est pas arrêté, ça, contrairement aux NFT. Les crypto-monnaies, elles étaient là avant les NFT, et c'est un marché qui est déjà beaucoup plus mature. Surtout, il y a une vraie utilité derrière, parce qu'on peut faire des paiements. Et c'est assez utile dans les pays avec des problèmes d'inflation. On voit que ça devient de plus en plus populaire. Et donc, au final, tout ça a encore un avenir. Merci beaucoup Aurore, et tu reviens demain. Cette fois, je crois que tu auras les bras bien chargés. Et oui, pour l'épisode de demain, on sera beaucoup moins dans le virtuel. Chers auditeurs, pour écouter Aurore Gate, journaliste au service tech de l'Express, pensez à suivre La Loupe sur votre application de podcast favorite, par exemple Deezer, Spotify ou Castbox. Je vous rappelle qu'on publie un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin. Et si vous voulez nous écrire, l'adresse mail ne change pas, laloupe@l'express.fr. On lit tous vos messages avec beaucoup d'attention. Les étoiles filantes de la tech est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain.